Eh bien, bonjour, bonsoir à tous. Je suis Klaus Richter du Daily Globe et aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir sur le plateau Monsieur Marshall du Parti républicain. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons donc poser plusieurs questions à Monsieur Marshall. Certaines viennent de vous, certaines viennent de nous et nous allons tout simplement commencer par une présentation de votre parti, si vous le voulez bien. Mais bien sûr, alors du coup, le Parti républicain, c'est un très grand et très vieux parti emblématique des États-Unis, hein, appelé auparavant le Great Old Party. Pour faire simple dans sa présentation, son 1 président élu, hein, fut Abraham Lincoln, qui est un, réel héros de la guerre de Sécession, qui a combattu les États confédérés du Sud et qui a notamment aboli l'esclavage, hein, donc c'est un très grand personnage historique qui a honoré grandement le parti. Hem Pour se recentrer au niveau de San Andreas, j'ai repris la présidence du parti il y a maintenant, environ un mois, où j'ai pu forger, une équipe, de cadres ainsi que plusieurs, assistants à la direction. Heu et concrètement la ligne directive du parti, ça va être, en premier lieu, je pense la transparence et l'honnêteté vis-à-vis, de ses électeurs et de tous les citoyens, à la fois sur, ce qui se passe en interne, notre programme, tout concrètement ce qui émerge de notre parti, en prônant, des valeurs, de sécurité, des valeurs, en faveur, des familles les plus modestes, hein, en faveur du pouvoir d'achat, en faveur, d'un réel gouvernement patriote, et vraiment d'une redynamique, économique et sociale et culturelle, de l'État en l'occurrence. Vous parlez de patriotisme. Quelle est votre vision de ce mot? Bah, écoutez, dans le mot, patriotisme, on distingue le mot, patrie, hein, patrie, c'est clairement un mot, qui pour moi est symbole d'union et symbole de rassemblement, national, hein, à l'échelle, à la fois de l'État, mais aussi du pays, de rassembler tout un pays, tout un tas de personnes pour former, une seule, identité, une seule entité et vraiment aller de l'avant pour, justement satisfaire à la fois ce peuple, satisfaire, les intérêts du pays et de faire passer, en priorité ces personnes qui représentent, le tout d'un pays, la construction sociale, économique, culturelle, professionnelle, et j'en passe. À l'heure actuelle, comment pensez-vous être perçu par le peuple de Los Santos? Bah, écoutez, hein, comme tout politique, il y a, un tas de divergences que je peux avoir, avec, des électeurs de mes adversaires, des électeurs du No Label Party ou du candidat indépendant et même, des électeurs, du vote blanc, mais concrètement, moi je ne suis pas fermé, je ne suis pas sectaire ou, je ne fais pas du communautarisme, hein. Je suis ouvert à toutes les opinions, à toutes les idées. Je prône, l'exercice du débat démocratique, des interviews, des podcasts, de réellement savoir concrètement qui sont les candidats, qui nous sommes, quels sont nos points de vue, quelles sont nos opinions et surtout d'entendre l'opinion, de la population. Je sais que je ne vais pas plaire, que je ne plais pas à toute la population, hein, c'est impossible, chacun a son propre avis et vraiment c'est ça qui est formidable avec la démocratie et avec un état de droit. Mais concrètement, mon objectif, c'est de faire et d'établir un programme qui est à la fois réaliste d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue social, qui est en accord avec, le souhait, des électeurs et des citoyens. Si vous êtes élu gouverneur, qui, heu, sera membre de votre gouvernement? Alors écoutez, de sûr que je peux vous annoncer actuellement, hein, vous aurez l'occasion de découvrir la composition, de mon gouvernement, si je suis porté au pouvoir, mais heu, notamment, je pense à mon lieutenant-gouverneur, monsieur Wesley Dunford, qui est, un fervent, serviteur, des États-Unis, qui, fut pompier, qui fut avocat à mes côtés, en défendant les droits, des plus démunis, qui est actuellement, procureur au sein de San Andreas, qui est quand même une grande figure de la justice, ici. Heu, j'ai plusieurs noms en tête, hein, mon gouvernement est déjà, formé, en sa majorité. Il reste, des postes vacants, qui seront à voir, directement avec, plusieurs propositions, mais pour l'instant, je ne souhaite pas dévoiler,
l'identité des personnes qui pourraient composer mon gouvernement. Je ne souhaite pas, devancer le vote et devancer les élections, même si je crois, fermement, hem, en nos électeurs, en nos concitoyens, et en leur, bon sens, qu'ils font preuve et qu'ils feront, encore preuve dans le futur, pour, émettre, un scrutin, qui, est, qui est en accord avec leurs idées et en accord avec un programme et des réformes réalistes. De manière globale, que pensez-vous du manque de représentantes féminines dans la sphère politique? Alors écoutez, moi je prône une parité, homme-femme, hein, néanmoins je pense concrètement qu'il est important d'avoir, de permettre en fait à un homme, comme à une femme d'avoir autant de chances, de faire partie d'un gouvernement, d'avoir un tel travail, d'être rémunéré, de la même manière. Cependant, je ne pense pas qu'il faille imposer une parité à 50-50. Je pense qu'il faut, valoriser, sur une base neutre, une personne qui répond le mieux aux critères et qui est la plus compétente. Ça peut être très bien une femme comme un homme, hein, je je prône la compétence avant tout, du sexe, de la religion, de l'origine ou autre. Ça, ce n'est pas des critères que je prends en compte. Les critères que, en l'occurrence, je prends en compte et que je pense que ce soit au niveau des employeurs, des ressources humaines pour les entreprises ou plus de manière générale dans la société, c'est de faire prôner, les compétences et ce qu'une personne peut apporter à la société. De manière globale également, que pensez-vous du système judiciaire actuel? Écoutez, le système judiciaire actuel, hein, je j'y suis au cœur, hein, en tant que procureur, hein. J'ai l'occasion de côtoyer, des avocats, des juges au tribunal. Je suis au cœur des procédures d'arrestation, par nos forces de l'ordre, que je salue ce soir. Il y a du travail à faire. Il y a déjà une réforme qui est en cours, hein, à laquelle j'ai pu, participer, avec, le procureur général et le procureur général, adjoint. Je pense qu'il y a encore du travail à faire en effet, pour avoir une véritable justice forte, comme elle devrait l'être. Néanmoins, actuellement, il y a quand même des failles, hein, dans cette justice, notamment au niveau des textes de loi qui ne sont pas assez complets, des vides juridiques qui sont quand même très importants à combler au plus rapidement parce que je disais que la justice, c'est quelque chose de vraiment, très compliqué, mais qui a quand même besoin d'une réforme, hein, et nous travaillons actuellement et nous allons, continuer de travailler pour établir au mieux une justice qui soit alors, parfaite, hein. Rien n'est parfait, on ne pourra pas arriver à 100 de perfection, mais arriver à un chiffre qui satisfait à la fois, hem, beh, d'un point de vue les personnes au cœur de la justice, hein, parce que c'est important d'avoir leur ressenti, mais aussi, nos chers, concitoyens qui ne subissent pas la justice parce que, bah, en soi, on ne subit pas, mais qui sont quand même au cœur de ce système parce qu'ils sont, beh, directement à la fois condamnés ou ce genre de choses qui sont, concrètement, quand même au cœur de notre système judiciaire qui sont touchés et impactés par, la justice. Merveilleux. Je me permets de faire le lien, vous avez parlé des forces de l'ordre. Que pensez-vous de leur efficacité? Tout à fait, oui. Écoutez, je pense qu'à l'heure actuelle, les forces de l'ordre, effectuent un merveilleux travail, hein, en protégeant, nos institutions, en protégeant, nos concitoyens tous les jours, en sacrifiant leur vie, hein. J'ai une pensée notamment, pour l'officier Johnson qui a péri, lors de l'exercice de ses fonctions il y a, quelques semaines. J'ai en tête également le shérif Truman, qui est mort, heu, par son métier, de par ses actions. Il y en a, tellement, d'autres également qui ont subi, la criminalité. Je pense qu'à l'heure actuelle, il manque de moyens, mais surtout, hem, d'un point de vue des recrutements, j'ai pu faire, part et j'ai pu avoir des rendez-vous avec, des personnes, qui, sont actuellement au commandement, du LSPD notamment, ou du LSSI et des autres services, hein. Nous avons à l'heure actuelle un souci, alors qui n'est pas, des plus énorme, mais l'emploi d'une part, les recrutements, et je pense qu'il y a un réel manque de motivation, qui peut être expliqué d'une part par l'atmosphère de la société actuelle. On a connu,
plusieurs attentats, Del Fuego, d'auteurs inconnus. J'ai une pensée, pour, l'attaque meurtrière d'il y a quelques jours, au niveau du club à la plage, hein, je rends hommage ici aux victimes et aux familles. Hem, du coup, ça peut s'expliquer par le climat, mais aussi par des revenus, donc à la fois les primes et les salaires qui sont trop faibles, hein, à l'heure actuelle. Je pense que l'administration, qui part totalement en cacahuète, hein, vous m'excuserez l'expression, mais chacun, part. Nous avons, aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, vu la démission, de l'ancien gouverneur, monsieur Sutherland, de monsieur, John Bailey. hem L'administration actuelle se fissure et ne se préoccupe plus des priorités, ne s'occupe plus de rien. Il n'y a aucune action du gouvernement depuis, en fait, depuis ces élections et même avant, hein. On n'a aucun soutien vis-à-vis de la police, hein, j'en ai parlé avec des officiers, l'administration Washington, Sutherland et maintenant, Di Lasio jusqu'au prochain scrutin, ne font aucun effort vis-à-vis du LSPD, du LSSD, et de nos forces de l'ordre en manière générale, également des agences fédérales, notamment du FIB. Il y a de réels efforts à faire là-dessus, afin de motivation et de moyens, d'équipements mis en place, pour ces services. Si je suis bien, donc vous voudriez augmenter les primes des services publics ou en tout cas Heu, des forces de l'ordre? Tout à fait, oui, pour les services publics, hein, donc pour le moment, cela comprend, les personnels du LSSD, du LSPD, du Santos Fire Department, ainsi que du SAMS avec une meilleure distribution des revenus. Et également, une meilleure gestion, des dépenses globales et des revenus de l'État, après un grand audit des comptes publics que nous lancerons, dès la première semaine, de l'investiture si nous sommes portés au pouvoir. Je me permets encore une dernière question sur, les Je forces de vous en prie. l'ordre. Que pensez-vous des bavures policières et qu'allez-vous mettre en place pour y mettre un terme? Écoutez, les bavures, policières sont, encore une fois un sujet très complexe, hein, et qui sont souvent très médiatisées, mais qui en réalité ne sont pas, récurrentes et n'arrivent pas, hem, toutes les minutes non plus, hein. Alors, il y a des abus de la part de certains, policiers, de sa part de certains agents, de l'ordre public, qui doivent être immédiatement sanctionnés, hein, je vais pas faire le rôle de la justice, hein, et des actions, des bavures volontaires ne doivent pas être commises. Cependant, ça serait mal d'accuser à tort toute une fonction, toute une institution, parce que certains dérapent. Je pense qu'il ne faut pas faire de généralité, surtout que la vocation première des policiers, c'est de protéger et servir la population. Alors oui, il y a, malheureusement des policiers qui dérapent, mais ce n'est pas généralité. Et encore une fois, je pense qu'il faut comprendre concrètement la police, le stress qu'ils endurent. Quand on se fait tirer dessus, quand on se fait agresser, heu, cette anxiété, ce stress au quotidien, n'est pas favorable, hem, à un comportement, idéal, hein. Personne n'est parfait, nous ne sommes pas des robots, personne n'a un comportement, parfait. Il peut y avoir certains dérapages, mais il ne faut pas faire de généralité et il faut savoir placer les priorités là où elles sont. Hem, il faut savoir différencier une réelle bavure, d'un policier qui a simplement fourché ou hem, qui est légèrement sorti de son, code de procédure, par des facteurs qui pourraient être expliqués, très simplement. Pour aller sur un autre sujet, allez-vous mettre en place des aides sociales? Alors les aides sociales, c'est extrêmement flou, hein, mais je pense notamment à des aides, au développement d'entreprises et de start-up, hein, qui ont un primordial et qui affecteront directement la vie sociale, hein, en passant par la culture et même le cœur des occupations, des Américains et des Américaines. Hem Des entreprises à la fois des événementielles, concernant la culture, un développement du secrétariat pardon, à la vie citoyenne et à la culture. Heu, c'est d'un point de vue, plus, des loisirs, mais concrètement au niveau des aides, on n'a pas besoin par exemple de mettre des aides, d'augmenter les aides aux soins parce qu'avec notre réforme économique qui va augmenter le pouvoir d'achat, dépenser 200 pour, des soins, au SAMS, n'aura pas le même coût
qu'à l'heure actuelle, étant donné que le salaire sera plus élevé et que les foyers auront moins de difficultés, hein. Oui, il y aura encore des difficultés, mais encore une fois, nous avons un budget très serré, hem, qui va être très clairement chiffré et identifié après le grand audit des comptes publics et à partir de ce point-là, on pourra voir pour mettre en place des régimes spéciaux, certaines aides pour des entreprises, pour des personnes en réelle situation de précarité, de nécessité. Je pense notamment à un projet que nous allons, développer au cours de notre mandat. Ça va être la construction d'un centre social, réservé aux familles, américaines qui sont, les plus démunis. Je pense notamment aux sans domicile fixe qui errent, dans nos rues, et surtout à des familles qui perdent leur emploi, qui se retrouvent sans foyer, et qui concrètement ne peuvent pas se permettre de vivre dans la rue parce qu'ils ont des enfants qui doivent être scolarisés, qui doivent par la suite contribuer à notre pays, heu, en s'engageant ou contribuer, directement à l'économie et donc, en fait, le but recherché, c'est éviter la misère. On ne pourra pas éviter toute la misère, malheureusement dans nos rues, hein, il faudrait construire un centre qui accueille, des dizaines de milliers de personnes. Mais je pense que c'est déjà un premier pas, qui pourra ensuite être développé pour aider au mieux nos concitoyens. Comptez-vous maintenir le financement des frais scolaires des étudiants de l'université? Ah bien sûr, nous n'y voyons aucune objection quant à continuer, et pouvoir augmenter, hein. Ce sera à définir. Les subventions, faites notamment à l'université, de Los Santos, hein, dont je regrette la disparition de la directrice. On continuera de financer, de développer, cette université pour permettre à la fois à des étudiants d'avoir des études supérieures, qui pourraient être financées via des bourses, des personnes qui n'auraient pas les moyens, mmh d'intégrer l'école, hein, pas parce qu'elle serait payante, pas forcément, mais parce qu'il faut, trouver un logement à côté, il faut pouvoir se nourrir, le matin, le midi et le soir, heu, tous les frais engendrés par la scolarité donc dans un premier temps, on continuera de financer, mais aussi de développer, avec notamment, des accords passés avec des entreprises, que ce soit pour de l'alternance, pour des stages, pour vraiment intégrer des personnes dans la vie professionnelle et sortir certains jeunes qui sont actuellement en difficulté dans les quartiers, les plus précaires, les plus démunis, de nos villes, hein, vraiment les aider à avoir une réinsertion sociale et professionnelle dans l'avenir et notamment, certaines personnes, pas forcément des personnes qui habiteraient dans les quartiers sud, mais aussi des habitants, de Benkunsi, de Palito, de Grapside, de Sandy Shores qui souhaiteraient reprendre des études, hein, parce que les études ne sont pas faites, seulement pour des personnes qui ont entre 18 et 24 ans, hein, mais, une personne, trentenaire ou quarantenaire, pourrait très bien reprendre des études pour avoir un métier, pour avoir de meilleures qualifications. Hem, c'est tout à fait possible et ça, on encouragera, ces initiatives. Si vous êtes amené à devenir gouverneur, sur quoi allez-vous baser votre communication avec les citoyens et les diverses entreprises en ville? Bah, alors la communication, concrètement, hein, sur le papier, elle passera, par de l'affichage public, par de la rencontre, dans la rue avec, nos citoyens, nos commerçants, nos chefs d'entreprise, nos dirigeants des services publics, les effectifs des services publics, et dans un second temps, sur, internet, hein, via les réseaux sociaux, les médias, des communiqués, des interviews, des vidéos explicatives. Ça, c'est concrètement la communication. Très bien. Après, en parlant de la communication, on va adopter, une politique, donc de transparence, hein, tout le contraire, de ce que fait l'actuelle, administration, du moins ce qu'il en reste. Vraiment d'être transparent, d'être honnête sur les dépenses de l'État, sur les recettes de l'État, concrètement où va l'argent des Américains. Ça, c'est pour le point économique, mais aussi, d'un point de vue, social et politique. Concrètement, nos actions, que ce soit au Sénat ou directement par le pouvoir exécutif, par décret, par arrêté, concrètement ce que nous allons faire pour les citoyens. Question un petit peu aléatoire qui sort de tout cela. Vous vous considérez plutôt comme un gouverneur et un gouvernement, conservateur ou progressiste? Écoutez, le parti républicain est connu pour, investir des candidats, conservateurs, mais moi je fais une différence. Je pense que je suis un, néoconservateur si je puis dire. Sur certains, points
j'aurais tendance à avoir des avis, plutôt, conservateurs, hein, non rétrogrades, mais conservateurs, tandis que sur d'autres points, des avis, progressistes. Je dirais que cette jauge, elle doit se juger peut-être à 65 d'avis, conservateurs. Parce que je pense que trop de changements, hem, aller sur une période très courte dans une société met à mal, en fait, la société et simplement créer des tensions au sein de notre ville, au sein des communautés. Donc je pense que nous pouvons faire beaucoup de progrès sur beaucoup de points, mais qu'il faut amener cela avec le temps et pas tout mettre d'un coup parce que, heu, toute la population ne sera pas prête et ça mettra, à mal notre ville, notre société et par conséquent notre économie et notre atmosphère, le contexte social. Tout à l'heure, vous avez évoqué le Life Invader. Sur ce réseau social, nous avons entendu beaucoup de choses à votre sujet et au sujet de votre parti, notamment des accusations de racisme. Que répondez-vous à cela? Écoutez, c'est déjà ces accusations sont infondées et je tiens à rappeler à ces personnes qui crient au racisme que le premier président du parti républicain, hein, était Abraham Lincoln, qui a combattu, les racistes, qui prônaient l'esclavage, hein, donc les États confédérés du Sud durant la guerre de Sécession et qui a lui-même aboli l'esclavage, hein, donc on peut pas accuser des personnes comme moi ou même le parti entier de racistes, sachant que, hem nos anciens dirigeants du parti avaient aboli l'esclavage et s'étaient battus contre les, prôneurs de l'esclavagisme, et les racistes. Très bien. Nous allons aborder encore quelques petits points à droite, à gauche des questions que je ne vous ai pas encore posées, Et bien sûr. notamment au sujet de la criminalité. Que comptez-vous mettre en place pour lutter contre la criminalité? Alors, contre la criminalité, on va mettre en place, hein, 3 points principaux. Déjà, le renforcement, des équipements et en globalité, des moyens pour les services publics, pour les forces de l'ordre notamment, afin de mieux lutter, de mieux être équipés pour lutter contre la criminalité, ça c'est le premier point. Le deuxième point, ça va être, d'établir, de réelles peines planchers et une tolérance zéro, sur les délits majeurs et sur les crimes concernant, hem les stupéfiants, les crimes de sang et les crimes, sexuels. Donc les stupéfiants, ça va être concrètement sur le trafic, sur pas forcément la détention de stupéfiants, hein. Notre but, c'est pas de venir arrêter, de venir, taper, sur des simples consommateurs qui essayent de s'en sortir, mais plutôt sur, les têtes, les réelles têtes des réseaux qui, aujourd'hui, apportent de la drogue dans nos rues, qui, rend addicts nos citoyens et qui les tue, conc littéralement avec des overdoses, hein et je pense qu'en l'occurrence, ces narcotrafiquants ne s'arrêtent pas aux États-Unis et qu'en réalité leur marchandise est importée depuis l'Amérique du Sud ou depuis l'Afrique et c'est à partir de ce point-là qu'il faut lutter, au niveau des stupéfiants. Au niveau des crimes sexuels, beh, je pense qu'on n'a pas besoin de se justifier, hein, là-dessus, tolérance zéro. On peut pas tolérer dans nos rues d'avoir des dégénérés mentaux, et qui agressent, nos hommes, qui agressent nos femmes, qui agressent nos enfants, sexuellement, hein, donc par des viols, par, des propos déplacés, ce genre de choses. Et enfin le dernier point, ça va être sur les crimes de sang du coup. Encore une fois, on peut pas avoir, en liberté dans nos rues des personnes qui ne voient aucun mal à faire de la torture, de la barbarie, à tuer des gens, à tirer sur des personnes, sur des innocents, à tirer sur des policiers, à assassiner des innocents. On peut pas tolérer ça, dans nos rues et ça serait littéralement un appel de dire, «Vous pouvez faire ça et vous n'aurez aucune réelle, grave conséquence de la part de la justice. Et enfin, le dernier point qui pourrait être, en contradiction avec le second point, ça va être, un renforcement des travaux d'intérêt généraux pour les, délits majeurs et même, les délits mineurs, qui n'impliquent pas de violence, hein. Je parle par exemple pour des vols, heu, ce genre d'infraction qui n'implique pas de violence. Donc concrètement, ça va se, concrétiser sous la forme de travaux d'intérêt généraux, du coup qui viendront sous retirer en totalité ou partiellement, des sanctions financières et des peines d'emprisonnement de la justice par du travail
d'utilité publique, hein, donc que ce soit dans des associations, pour aider les plus démunis, pardon, pour réparer, nos routes, pour, la fabrication, la construction de bâtiments d'utilité publique, et voire même de faire, et de travailler dans des entreprises, jugées d'utilité publique, pour une meilleure réinsertion dans la vie sociale et professionnelle. Parce qu'à l'heure actuelle, on sait que, quand des prisonniers sortent de prison après avoir fait, plusieurs mois, voire plusieurs années, hein, la réinsertion est très dure socialement parce qu'on a été conditionné à rester enfermé. Je rebondis sur quelques-unes de vos paroles tout à l'heure. Quel est votre positionnement sur le contrôle des armes à feu et sur la possession d'armes à feu? Alors, nous adoptons une, politique très claire, hein, nous prônons, le droit à l'arme à feu comme, le décrit, notre constitution, notre 5e amendement. Hem, le droit à l'arme à feu, c'est le devoir, et la tolérance de se défendre. À l'heure actuelle, concrètement, ce qu'on compte faire, mettre en place avec le travail de nos sénateurs, sur des textes de loi, ça va être de légaliser le port d'armes, hem, d'armes de poing, donc 9 millimètres, légales sans permis de port d'armes chez soi et uniquement chez soi. Dans la rue et dans les lieux publics, il restera, sous licence d'un permis de port d'armes qui sera du coup délivré, par, les armureries et par le département de la justice. Hem À propos de l'obtention de ce PPA, nous verrons en collaboration avec excusez-moi, avec le SAMS pour, voir une réduction, du prix, de la visite médicale, attestant, heu, que l'on est apte à porter une arme, de le réduire parce qu'à l'heure actuelle, il est de 3 000 et je veux dire, on peut pas, tolérer ça quand on sait que beaucoup de personnes ne peuvent pas payer ces 3 000 $. Il y a aussi des frais Illumination qui sont moindres, qui sont à 1 500, et je pense que la priorité là-dessus, ça va être de réduire les coûts de l'attestation d'aptitude, de 3 000 $ parce que, comment voulez-vous permettre à des personnes d'avoir et de respecter leur, constitution, qui n'ont pas les moyens de payer une telle somme pour détenir une arme? Sachant que c'est un entretien, je l'ai pu effectuer, hein, d'une quinzaine, de minutes, grand maximum, et que 3 000 $ est un assez grand chiffre compte tenu, de l'économie, actuelle et du cours, du dollar. Très bien. On va passer sur, mes 2 dernières questions qui vont concerner le grand débat. Dans un premier temps, j'aimerais bien que vous puissiez vous exprimer, pardon, sur, l'apparition de monsieur Nolan, lors du grand débat. Oui, c'est très bien que vous me posez la question, j'allais y venir en fin d'interview. Du coup, le parti républicain n'a pas pu, proposer de candidat pour, le grand débat, qui a eu lieu dimanche soir. Concrètement, hein, ça s'explique très simplement. Les têtes dirigeantes et les porte-paroles, qui se comptent au nombre de, 4, nous étions tous en déplacement, personnel ou professionnel, concrètement contre notre gré, hein. Nous aurions aimé, participer à ce débat, participer à l'exercice du débat démocratique, mais nous n'avions pas pu, et nous avons ce fameux monsieur Chuck Nolan qui, sans aucune demande de notre part, sans aucunement nous prévenir, a décidé d'effectuer ce débat et de sortir un programme premièrement irréalisable, un programme fasciste, dictatorial, raciste, antisémite, hem, misogyne, sexiste et tout dans ces catégories, de diffamation, a osé représenter notre parti en prenant des valeurs qui ne sont en rien les valeurs que je prône et les valeurs que le, parti républicain prône. Là-dessus, une plainte a été, déposée. Nous attendons actuellement des suites de la part de la justice. Mais croyez-moi que ce monsieur Nolan, qui a osé salir notre image devant, des centaines de milliers, voire des millions, de d'électeurs, de nos concitoyens, a totalement sali notre image, a détruit notre réputation, que j'essaye tant bien que mal de en fait, d'établir la vérité et de très clairement dire, que non, monsieur Nolan ne représente pas le parti républicain, qu'il a été radié. Il n'a été en aucun cas, envoyé par nous, et son programme n'a été en aucun cas validé, bien sûr. Donc c'est totalement une aberration, et je tiens, par ailleurs à m'excuser, de toutes les dérives,
raciste, dictatorial et fasciste dont il a pu faire preuve de ce débat. Lors du grand débat encore, nous avons pu entendre Monsieur Willem baser une bonne partie de son programme sur l'arrestation de Monsieur Adrian Morales, aussi connu sous le nom d'El Fuego. Quelle est votre position à ce sujet? Écoutez, il est clair que monsieur El Fuego, doit rendre des comptes à la justice aux Américains. Il a commis, nous le savons, plusieurs attentats, hein, qui a tué et qui a coûté la vie à des dizaines de nos concitoyens, hem, qui a mis à mal nos forces de l'ordre, nos services fédéraux, qui mobilisent toujours, des centaines d'agents à travers, l'État, mais aussi à travers le pays, hein. On a eu des interventions de la part de la Maison Blanche à ce sujet. Hem Ça paraît logique, mais je le répète, hein, on peut pas tolérer des attentats, on peut pas tolérer d'avoir des personnes qui revendiquent, des attaques, qui revendiquent des meurtres. Il est clair que El Fuego doit être arrêté et doit concrètement, rester en prison la fin de ses jours, ou voir, avoir la peine capitale en fonction de la décision de justice qui sera rendue et il ne doit pas rester impuni. Très bien, on est arrivé à la fin de mes questions. Est-ce que vous auriez encore quelque chose à communiquer? Écoutez, je souhaiterais simplement dire à tous, nos auditeurs et auditrices, qui nous écoutent ce soir que, hem il est important, que lors du prochain, scrutin qui arrivera, sûrement, d'ici, quelques semaines, d'émettre un choix qui premièrement, compte pour vous, hein, et surtout de voter, de ne pas s'abstenir, hein. Je vous félicite, et pour les 70 de vote, hein, on a une, abstention qui s'élève à environ, 30. Ça peut paraître énorme, mais je pense que c'est déjà un grand progrès, et surtout de voter pour, en réalité, le seul candidat réellement patriote, hein. À l'heure actuelle, hem, le vote blanc a été choisi, a été, mis en tête. C'est pour cela qu'il va y avoir du coup un second tour, qui, se déroulera entre, mmh Monsieur, Alexandre Di pour le parti, pour le No Label Party et moi-même, Sayan Marshall, pour le parti républicain, étant donné que monsieur Williams s'est retiré de la course. Je pense qu'il est important de lire les programmes de chacun et de se rendre compte en réalité qui souhaite le bien du peuple, qui souhaite le bien des patrons d'entreprise. On va voir le programme de monsieur Di littéralement, c'est, permettre aux patrons d'entreprise de s'enrichir en mettant à, 0, les dividendes. Ça va simplement, creuser les inégalités, sociales, et salariales entre les patrons, entre les employés et simplement rajouter encore plus de tensions qu'il n'y en a dans notre société. Ça, c'est juste le point économique. Je pourrais évoquer tous les autres points de son programme, qui est extrêmement imprécis, mais ça prendrait, des heures et des heures. Mais voilà, c'est le message que je souhaite, hem faire, entendre ce soir, votez premièrement et votez pour le candidat qui vous semble le plus raisonnable et surtout lisons, et lisez les programmes des 2, candidats restants.